Et si l'heure la plus lumineuse de la journée cachait le voile le plus fin vers le paradis? Une autoroute brûlante traverse le désert de Sonora. La chaleur miroitait comme un souffle sur le verre. Un unique semi-remorque de 18 roues fonçait vers l'ouest, son chrome étincelant, son chauffeur comptant les kilomètres et les raisons d'abandonner. Sous le soleil aveuglant, les imposants saguaros se dressaient comme des juges silencieux. Puis, un bruit qu'aucun camionneur ne veut entendre. Un claquement sec, des lambeaux de caoutchouc. Le camion fit une embardée, et dans la fraction de seconde avant que l'acier ne rencontre le destin, quelque chose regarda en arrière depuis le désert. Quelque chose de doux, d'incroyablement lumineux, et qui attendait. Le midi en Arizona ne demande pas la permission. Il s'abat. La lumière tombe comme un marteau sur chaque surface, transformant les glissières de sécurité en fer brûlant et l'asphalte en une bête haletante. Le désert de Sonora s'étend dans toutes les directions, une mer vivante de poussière, de roches et de géants. Les saguaros levaient leurs silhouettes à bras multiples comme si toute la terre priait sans un bruit. Dans la cabine d'un vieux Peterbilt, Miguel Alvarez, 45 ans, chevauchait la ligne médiane d'une vie qui s'était réduite à l'autoroute et à l'habitude. La climatisation luttait courageusement et perdait. La radio balayait les stations jusqu'à ce qu'ils l'éteignent. Il n'y avait que le moteur, le vent et le tintement d'un petit objet qui cognait à l'intérieur de la boîte à gants, l'endroit où il gardait tout ce à quoi il ne voulait pas penser. Des kilomètres en arrière, à Tucson, un répartiteur à la mèche courte l'avait fait partir comme s'il lançait un navire vers Yuma. Des palettes de produits secs chargés dans la remorque, un délai de livraison serré, mais faisable. Il conduisait cette route depuis 2 décennies. Assez pour savoir où l'autoroute montait et où elle descendait, où les policiers se tenaient à l'ombre d'un viaduc, où le désert crachait un tourbillon de poussière pour le plaisir. Mais l'expérience n'est pas la même chose que la paix. Une photo était calée dans la visière fissurée. Ses bords étaient jaunis et recourbés par le soleil. On y voyait une petite fille en maillot de football rouge appuyée contre un homme en costume bon marché. Tous deux pris en plein rire. La fille était Sofia, 13 ans quand la photo a été prise, 15 ans maintenant. 2 ans peuvent transformer un rire en un mur si on les laisse faire. Miguel ne disait à personne qu'il répétait des excuses sur de longues portions de route comme celle-ci. Il articulait les mots entre les bornes kilométriques, puis les perdait quand le téléphone sonnait ou que le prochain travail arrivait. Sauf, je suis désolé d'avoir manqué ta finale. Sauf, je suis désolé de ne pas avoir été chez le médecin. Sauf, je. Le scénario ne trouvait jamais de fin. La route est un miroir. Elle lui renvoyait sans cesse son visage, hanté, mal rasé, assez décent, mais usé au bord. Il y avait une absence en forme d'anneau à sa main gauche, là où un mariage avait autrefois siégé. Les documents étaient à moitié signés, à moitié ignorés. Dans la boîte à gants, sous un enchevêtrement de reçus de service et de cartes datant d'avant le GPS, se trouvaient les papiers de divorce et une décennie de chapelets cassés. Le crucifix manquait, la chaîne brisée, comme si une partie de lui ne pouvait supporter de garder que les morceaux. De l'autre côté du désert, sous la même lumière implacable, un agent de la patrouille frontalière nommé Carter passait en trombe dans un SUV blanc, les yeux scrutant l'horizon à la recherche de tout mouvement suspect. Il avait un nouveau-né à la maison et une horloge dans sa tête qui comptait les minutes jusqu'à la fin de chaque quart de travail. Il pressait sa paume contre le revêtement du toit, une vieille habitude, une prière silencieuse qu'il prétendait ne pas être une prière. Plus loin, à Phoenix, une cuisine, une chaise haute vide. Teresa, autrefois Teresa Alvarez, se tenait les mains dans l'évier, ne lavant pas, mais laissant l'eau froide couler sur ses poignets. Un brouillon de messages se trouvait sur son téléphone, commencé et abandonné 3 fois. Votre fille a un récital le mois prochain. Supprimé. Vous pouvez venir si vous voulez. Supprimé. Elle veut toujours vous détester, mais elle a pleuré la nuit dernière. Supprimé. L'honnêteté ressemblait à une exposition. Elle coupa le robinet et fixa un aimant sur le réfrigérateur, fête d'automne de la paroisse du Sacré-Cœur, à l'encre pâlie. Elle n'était pas allée à la messe depuis des mois. Elle se disait que la foi exigeait un calme qu'elle ne possédait pas. De retour dans la cabine, le soleil éclatait sur le capot, une étoile qui força Miguel à plisser les yeux. Il but une gorgée d'une bouteille d'eau tiède et passa sa langue sur ses lèvres gercées. Le désert n'était pas seulement chaud. Il était soustractif. Il vous enlevait un peu de vous à chaque mile, humidité, patience, prétention. Les saguaros au bord de la route n'étaient pas de jolies cartes postales dans la vraie vie. De près, ils se dressaient, anciens, cicatrisés, royaux.
Quelque part, l'éclair marquait les métaux. Il pensait à la dernière conversation avec Sofia. Il avait voulu dire « Je t'écoute ». C'était sorti « Tu ne comprends pas mon travail ». Elle avait raccroché après un silence si long qu'il avait cru que la ligne avait coupé. Quand il avait rappelé, elle n'avait pas répondu. L'orgueil est une chose, la solitude en est une autre. Elles ont tendance à marchander l'une avec l'autre jusqu'à ce que les deux obtiennent ce qu'elles veulent, et que tout le reste s'éteigne. Un tourbillon de poussière traversait le terre-plein, joueur comme un chien et tout aussi capable de causer des dégâts. Miguel desserra sa prise. On ne peut pas lutter contre le vent. On le guide comme une suggestion. Le camion se stabilisa. Il expira. À l'église du Sacré-Cœur, à la périphérie de Tucson, une porte latérale était ouverte à l'été. Un concierge attachait des sacs poubelles tandis qu'une grand-mère hispanique en châle bleu se dirigeait vers le présentoir de bougies votives. Elle connaissait le rituel, pièce, mèche, lumière. Une flamme rougit et s'éveilla. Pialo gistanel camino, murmura-t-elle. Pour ceux qui étaient sur la route, elle pressa un chapelet contre ses lèvres. Sur le grain, la sueur de sa paume brillait comme de l'huile. On ne le saurait pas de l'extérieur, mais le monde venait de s'incliner d'un degré de plus vers la miséricorde. Le Peterbilt engloutit un autre mile. L'horizon vacillait, un mirage de chaleur transformant l'air en eau. Des deux côtés, la terre s'ouvrait comme un livre que l'on lit avec sa peau, mesquite, chola, Ocotillo levant des bras épineux vers un ciel si bleu qu'il semblait fabriqué. Surtout, les saguaros, grands-pères en verre, certains avec tant de bras qu'ils ressemblaient à des cœurs figés en plein hymne. Un agent de la police d'État, hors de vue plus loin, rédigeait un avertissement à une voiture rouge qui pensait que 85 en zone 65 était une suggestion. Il leva la tête, et la solitude unique d'un travail au bord de la route le toucha. La chaleur a une odeur, créosote, aride, et une légère touche électrique d'un orage qui ne viendrait pas avant septembre. Il pensait aux gens qui l'arrêtaient, une centaine de minuscules collisions d'histoire et de loi. Il se disait qu'il n'était pas blasé, il était précis. Miguel tapait sur le volant à un rythme que lui seul entendait. Le rythme n'était pas de la musique, c'était un tic de joint dans le compartiment moteur, une note mineure qu'il avait classée sous « Demandez à Matteo de regarder sa Ayuma ». Il se disait que le camion parlait. Les vieux amis font ça, ils développent des langages qui semblent insensés aux étrangers. Il roula les épaules, vérifia le rétroviseur, scanna les jauges. Huile stable, température élevée mais pas alarmante, tours par minute dans la bonne partie de la courbe. Tout allait bien. La boîte à gants claqua sur une bosse, se plaignit et s'ouvrit. Des papiers s'éparpillèrent à la lumière du jour. La page du dessus était le dossier de divorce, Alvarez et Alvarez, en caractère noir. En dessous, un papier plié avec l'horaire d'entraînement de Sofia. Il le saisit du bout des doigts, le posa sur le tableau de bord, jeudi, entre 16h et 18h. Il s'imagina une porte qu'il pourrait simplement franchir un jeudi, comme un père ordinaire. La pensée était terrifiante. L'accotement de la route se rétrécit à travers un léger virage en S creusé dans une petite élévation. Ce sont les endroits où il faut respecter les courbes qui ressemblent à du confort jusqu'à ce que la physique de 36 000 kg veuille s'exprimer. Il relâcha un peu l'accélérateur, juste assez pour sentir le poids s'installer en douceur, là où la chaleur faisait tout danser. Un souffle de vent glissa sur le désert comme la première page d'un livre de cantiques tourné par une main invisible. Si un cœur humain pouvait être cartographié sur un terrain, celui de Miguel ressemblerait à ceci, beauté rude, vieille blessure, vie obstinée. Les saguaros ne poussent pas vite. Il leur faut des décennies pour lever un premier bras, un siècle pour former une petite forêt à partir d'un seul corps. Les gens grandissent tout aussi lentement dans les choses qui comptent. On peut changer de travail en une semaine, de ville en un jour, mais l'âme se meut au fil des saisons. Il prit une deuxième bouteille d'eau dans la glacière, la dévissa avec un sifflement. Le bouchon glissa et tomba avec un cliquetis sous les pédales. Il jura doucement parce que de petites choses soudaines peuvent vous tuer aussi sûrement que de grandes. Il bloqua sa cheville, garda le pied stable sur l'accélérateur, et tendit soigneusement sa main droite pour chercher le rebord en plastique. Ses doigts effleurèrent la chaleur et le gravier. Rien. Le bouchon est parti là où les choses perdues vivent jusqu'à ce qu'elles redeviennent importantes. D'accord, dit-il à voix haute à personne. D'accord. Il ramena le volant au centre, respira. Un panneau défila, aire de repos 12 miles. Il fit le calcul, carburant, temps, corps. Il s'arrêterait là,
enverrait un message qu'il aurait dû envoyer il y a des mois, je veux parler. J'écoute cette fois. Une promesse rendue plus facile par les étendues qui pardonnent à un homme d'avoir besoin de s'arrêter. Le désert est doué pour le silence. Le silence est bon pour les vœux. De l'autre côté du terre-plein, une ligne de travailleurs migrants voyageait à l'arrière d'un pick-up, chapeau baissé, visages enveloppés de tissu pour se protéger du soleil. L'un tourna la tête juste au moment où Miguel passait, leurs yeux se rencontrant à travers 30 mètres de chaleur sur une double ligne jaune. Il leva 2 doigts du rail, un salut plus une bénédiction qu'un bonjour. Miguel lui rendit l'appareil d'un hochement de tête si petit qu'il était presque imaginaire. Les pneus du Peterbilt fredonnaient leur lent hymne. Dans la bande-son de son esprit, un autre son s'éleva, doux au début, puis acquérant du timbre, le souvenir d'une église pleine de femmes dont la foi pouvait maintenir une ville entière. Des bougies allumées par des mains qui avaient nettoyé sans cuisine et bercé sans bébé. La voix de sa mère flottait au-dessus d'elle, pas en solo, mais quelque chose comme cela, mince, féroce, douce. Il avait l'habitude de s'asseoir au bout d'un banc, comptant les carreaux des vitraux, attendant que ça finisse pour pouvoir courir vers les marches et faire la course avec les autres garçons en chaussures du dimanche. Il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis des années. Il se disait qu'il avait grandi, ou qu'il était trop occupé, ou qu'il avait trouvé la vérité dans le calcul du couple et du temps. Mais la vérité était plus simple, il ne voulait rien avoir besoin qu'il ne pouvait contrôler. L'amour et Dieu se ressemblent en cela, ils exigent l'abandon, ce qui ressemble à une défaite jusqu'à ce que cela ressemble à la vie. Le soleil s'inclina d'une fraction, à peine. Les ombres restaient courtes, dures, honnêtes. Les aiguilles du saguaro scintillaient dans cette lumière brutale, 1 million de minuscules miroirs envoyant des signaux qu'aucun œil ne pouvait décrypter. Sur l'accotement, un sanctuaire routier apparut puis disparut, une croix blanche, des roses en plastique décolorées jusqu'à une couleur qui avait autrefois un nom, un scapulaire tordu sur sa ficelle dans un vent qui n'existait pas vraiment. La poitrine de Miguel se serra par réflexe. Il tapa 2 fois sur le frein, pas assez pour ralentir, assez pour montrer du respect à l'air. Son téléphone vibra dans le plateau de la console. Il jeta un coup d'œil, juste une fois, numéro inconnu. Il laissa sonner. Ça vibra de nouveau. Il jeta un coup d'œil à la route, puis à l'écran. Une icône de messagerie vocale s'alluma. Il serra la mâchoire contre la curiosité. Il tint une demi-minute puis appuya sur lecture en haut-parleur. Une pause, puis une voix de fille qui n'était plus tout à fait une fille. « Papa, c'est moi. Maman m'a dit de ne pas appeler quand tu conduisais, mais j'ai eu un truc aujourd'hui. Ça s'est bien passé. J'ai eu un solo. » Un rire nerveux. « Ne panique pas. C'est juste 2 mesures. Je pensais que tu... » L'enregistrement se coupa et reprit. « Je pensais que tu voudrais savoir. » D'accord, c'est tout. Un battement de cœur de silence. Sois prudent. Sois prudent. C'était un ordre et une miséricorde et une accusation. Il essaya d'avaler quelque chose qui n'avait rien à voir avec la soif. Il s'éclaircit la gorge. « Je suis fier de toi, dit-il à la cabine vide. » Le désert prit les mots et les garda en dépôt. Plus loin, une portion de route devint vitreuse avec un mirage. L'autoroute semblait se briser et se reconstituer comme si c'était l'endroit où le monde était cousu et décousu selon qui regardait. Le Peterbilt glissait en avant, grand, sûr, vulnérable. Dans un centre commercial de Tucson, la grand-mère au châle bleu marchandait des poivrons avec un vendeur qui savait qu'elle payait toujours le plein prix de toute façon. Elle sentit une traction à la base de son crâne, une pression qu'on pourrait appeler un mal de tête ou un avertissement. Ce soir, elle allumerait une autre bougie. Maintenant, elle fouilla dans son sac et ne trouva qu'une seule pièce. Elle rit du ciel d'être si évident et mit la pièce dans sa poche pour la donner plus tard. La grâce respecte ses rendez-vous même quand les gens ne le font pas. L'agent Carter fit dévier le SUV de son corridor habituel, agacé de se soucier d'une intuition. Il blâmait le manque de sommeil lié à sa nouvelle paternité. Il dit à son partenaire à la radio, « Je prends la voix de service 1 minute. » Le partenaire grogna, l'équivalent bureaucratique de « Fais ce que tu veux. » Le soleil se déversait sur son pare-brise, une luminosité liquide et implacable. Il baissa le pare-soleil et murmura « D'accord, d'accord. » Miguel atteignit le sommet de la petite élévation. La route virait à gauche autour d'une excroissance rocheuse où le désert serrait sa ceinture. Le virage était indiqué à 55. Tout le monde le prenait à 65.
Il s'y installa comme dans une vieille danse. Sa main gauche tenait le volant à 10 heures. Ses doigts droits effleuraient le chrome du levier de vitesse. Une borne kilométrique défila, et même 134, et quelque chose d'autre, un éclat sur l'accotement. Petit, rien. Puis, un autre œil de chat en plein jour. Une sensation monta le long de sa colonne vertébrale. L'intuition habillait sa mémoire. Il relâcha légèrement l'accélérateur. Le moteur répondit par une note plus basse d'un soupir. On entend un pneu avant de le sentir. Le ton changea. La bande de roulement murmura une dispute à la route, puis s'éclaircit la gorge. Un tremblement remonta par le plancher et se posa dans les semelles de ses bottes. Il jeta un coup d'œil aux jauges, tout était vert. Il jeta un coup d'œil au rétroviseur côté conducteur, la remorque suivait sa trajectoire. Il vérifia le rétroviseur côté passager, reflet du soleil, une tache blanche. Il inclina la tête, écoutant avec le genre d'attention qu'il réservait, enfant, au moment des hymnes de sa mère, quand sa voix s'élevait à une note dont on était sûr qu'elle la briserait et ne le faisait jamais. Le murmure devint un bruissement. Une ondulation de chaleur traversa le capot comme une chose vivante. Il parla au camion, à la route, au désert, à quelqu'un qu'il n'était pas sûr d'entendre des hommes comme lui, tenez bon. Au milieu, un faucon chevauchait un courant invisible, sans battre des ailes, voyant tout. Le murmure devint un vrombissement. À l'intérieur du pneu directeur droit, une bulle d'air chaud et furieux pressait contre le revêtement qui était une merveille d'ingénierie moderne, jusqu'au moment où il ne l'était plus. Le désert ne sciait pas. Les saguaros se tenaient comme des saints qui avaient trop vu et bénissaient encore. Miguel relâcha encore un pouce d'accélérateur. Respiration lente, mains obéissantes. Il pensa à une phrase que sa mère utilisait dans la cuisine quand une marmite était sur le point de déborder, « Santa Maria, Madre de Dio ». Il ne le dit pas à voix haute, il l'entendit. Cela arriva comme de l'eau fraîche dans une pièce chaude. Le vrombissement devint un cognement. 12 miles jusqu'à l'aire de repos, une vie entière jusqu'au prochain choix. Et tout cela ici, en plein midi d'une journée qui avait peut-être décidé d'être miséricordieuse. Il y a un bruit que la route fait juste avant de vous prendre quelque chose, une inspiration qui n'est pas de l'air, une sorte de resserrement dans le monde. Le pneu directeur droit atteignit sa limite, et l'univers l'annonça par un claquement sec et violent. Le caoutchouc déchiqueté. La cabine s'inclina brusquement à droite avec l'obéissance soudaine d'un animal effrayé. Miguel contrebraqua, la mémoire musculaire s'accrochant au volant et ramenant les 36 000 kg vers la ligne médiane. Le camion fit une embardée une fois, 2 fois, la remorque essayant de dépasser le tracteur comme une mauvaise idée essayant de devancer son auteur. L'accotement se précipita avec des graviers qui sonnaient comme du verre brisé sous une botte. Le soleil éblouissait le pare-brise d'un drap blanc si éclatant qu'on aurait dit une chaleur palpable. La glissière de sécurité arriva avec un hurlement, puis le monde bascula de côté, ciel, route, jusqu'à ce que tout devienne métal, crissant sur métal, et un bruit sourd et retentissant alors que le Peterbilt roulait et s'immobilisait sur le flanc, projetant une tempête de poussière en plein midi. Le silence ne suivit pas, il pesait, une sorte de silence qui avait du poids. La cabine sentait l'essence, le moteur chaud et l'odeur cuivrée du sang. Miguel essaya de bouger et trouva sa jambe droite coincée sous le tableau de bord effondré. Sa respiration venait par à-coups, trop superficielle pour être utile. La ceinture de sécurité lui coupait cruellement les côtes. Le volant était coincé contre sa poitrine. Des éclats de pare-brise captaient le soleil et le renvoyaient comme un millier de petits couteaux. Il toussa et vit du rouge. Au-dessus de la béance où se trouvait autrefois la vitre, quelque chose refusait d'être ordinaire. Le ciel était si bleu qu'il semblait miséricordieux, et les saguaros se tenaient au bord de l'épave comme des témoins, grands, cicatrisés, sans peur. Miguel cligna des yeux pour chasser la sueur. Au secours, réussit-il à dire. Le désert prit le mot et ne fit aucune promesse. Dans son crâne, d'autres sons se précipitèrent pour combler le vide, la messagerie vocale de Sofia, j'ai eu un solo, et le rire de l'ancienne photo, et le claquement sec d'un stylo sur un dossier de divorce qu'il n'avait pas fini de signer parce que même l'échec exigeait une cérémonie. Il testa le tableau de bord des 2 mains. Il ne bougea pas. La douleur vint par des pulsations vives qui effaçaient les autres pensées. Il avala de l'air qui avait le goût de plastique chauffé par le soleil. À 1 mètre au-delà du pare-brise brisé gisait son téléphone, écran face contre terre, à moitié enfoui dans le verre et la poussière. Il s'étira, le bout de ses doigts l'effleura.
Le mouvement lui envoya une lance d'agonie dans la cuisse et un brouillard noir sur les bords de sa vision. Il laissa son bras retomber et ferma les yeux contre la douleur qui ne se souciait pas de ce qu'il croyait. Sur l'autoroute, une ligne de fourmis, un convoi de vie ordinaire, fit un détour autour d'un caillou et continua sa mission, indifférente à la catastrophe à l'échelle humaine. Miguel tourna la tête et fixa le tableau de bord comme si on pouvait le raisonner. Ses lèvres formèrent des mots qui commencèrent par un souffle et devinrent une prière avant qu'il ne puisse les arrêter. « Mère de Dieu, si tu peux m'entendre, ne me laisse pas mourir ici. Pas comme ça. Pas aujourd'hui. » Le désert, lumineux et impitoyable, ne sciait pas. Le vent glissa à travers l'épave, portant l'odeur de créosote et de fer chaud. La chaleur miroita sur la route comme un voile. À travers la bouche brisée de la cabine, au-delà de la ligne de verre brisé qui étincelait comme un chapelet cruel, une femme se tenait. Ni dans l'ombre, ni dans le brouillard ou la fumée ou la commodité du crépuscule, mais en plein midi où chaque défaut se voit et où chaque miséricorde doit être plus forte que la lumière. Elle portait du bleu qui semblait créer sa propre ombre, non pas un éclat, mais une lueur. Son manteau bougeait à peine dans l'air, ses yeux contenaient le genre de tristesse qui n'accuse pas. Elle rassemble. Elle ne s'approcha pas. Elle n'en avait pas besoin. La distance laissait de la place à la liberté. La grâce n'est jamais une contrainte. L'esprit de Miguel chercha de l'oxygène et trouva des souvenirs à la place, un jeune lui, appuyé contre le flanc de sa mère, la regardant prononcer les mots d'un Ave Maria comme un secret qui pouvait soutenir une maison. Il cligna fortement des yeux, s'attendant à ce que la femme se dissolve en mirage de chaleur. Elle resta. « Mère » murmura-t-il. Le mot appartenait à trop de monde. Il trouva celle qui pouvait le porter. Du sud, le bruit du moteur d'un SUV approchait, un fil lumineux dans le tissu de midi, mais Miguel ne l'entendait pas encore. Il regarda la main de la femme se lever, non pas un ordre, mais une consolation. L'air autour de lui se rafraîchit par degrés comme l'ombre s'étendant d'une seule feuille. La douleur s'atténua, pas disparue, pas niée, juste tenue à distance assez longtemps pour respirer sous elle. Une rafale tira sur un lambeau déchiré du pavillon au-dessus de lui. Une seule goutte sueur, sang, peut-être même une larme tomba sur l'un des éclats de verre brisé et le transforma en une minuscule étoile. Le regard de la femme s'adoucit encore, si une telle chose était possible. Miguel sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine qui n'était pas un os, c'était l'instinct de tout combattre seul. Il n'entendit pas de mots avec ses oreilles, il en reçut la forme malgré tout, tu n'es pas abandonné. Sois calme. Sur une voie de service lointaine, l'agent Carter dépassa la sortie normale, une pointe de malaise lui parcourant la nuque. Je prends l'embranchement vers la 134, dit-il à la radio. Son partenaire répliqua d'une voix sèche comme l'air, reçu. Pourquoi? Carter pensa à dire, parce que le désert vient de me regarder, mais il se contenta de, intuition. Il contourna la butte et vit le camion renversé, la poussière retombant encore comme un rideau sur une mauvaise pièce. Il freina si fort qu'une glacière glissa en avant et cogna le tableau de bord. Des éclats de soleil jaillirent de l'épave. Il leva une main pour se protéger les yeux. Et elle était là, immobile en plein jour, une femme en bleu entre deux saguaros, un bras levé, non pas pour saluer mais pour indiquer une direction comme une mère disant à un enfant, ici il est. La voyez-vous? Demanda Carter à voix haute à personne dans la voiture. Puis il cligna des yeux, et la forme n'était que chaleur, cactus et l'insistance du midi. Il ne perdit pas son temps à douter. Il alluma ses gyrophares, ouvrit la porte en grand et courut. De près, les épaves sentent les décisions. Carter atteignit le pare-brise brisé et s'accroupit, les genoux broyant le gravier chaud, les yeux larmoyants sous la lumière éclatante. Le conducteur était conscient, le visage gris sous le bronzage, la respiration comme celle d'un homme qui réapprenait à respirer. Carter fit le calcul, pâle, moite, perte de sang, jambes coincées, et posa une voix ferme sur la peur. Monsieur, mon nom est Carter. Je suis là. J'appelle à l'aide. Il parla à la radio avec une cadence qui donnait des résultats, son partenaire redirigeant déjà les unités, les ambulanciers préparant une réponse fragmentée à travers un comté assez grand pour y perdre une vie. La bouche de Miguel articulait des syllabes jusqu'à ce que quelques-unes tombent, oh. Petite gorgée si vous en avez là, dit Carter, en scannant. Il trouva une bouteille à moitié écrasée coincée contre le panneau de pied passager, perça le seau avec son ongle latin pendant que Miguel humidifiait ses lèvres. La jambe est coincée, dit Carter, ses yeux parcourant les angles de l'acier. Restez avec moi.
Il cala son épaule sous un bord déchiré du tableau de bord et s'appuya, testant quelle fraction du monde il pouvait soulever. L'acier fléchit et grinça, mais ne céda pas, vous et moi, murmura-t-il au camion, juste un peu. Le gravier crissa. Une policière d'État se glissa à ses côtés, gilet déjà en place, le visage sombre et concentré. J'étais à 1 mile de là, dit-elle. J'ai cru sentir de la poussière de frein là où il ne devrait pas y en avoir. Elle plissa les yeux vers l'épave, puis vers le désert au-delà. Vous avez vu quelqu'un là-bas? Carter ouvrit la bouche, la referma. La policière n'attendit pas de théologie. Elle énonça les angles, planifia les découpes, le calcul de l'extraction avant l'arrivée des outils. Le calme engendre le genre d'espoir qui fonctionne. Une sirène lointaine se tissa dans la chaleur. Une autre plus proche. Le désert, qui prétend ne pas se soucier, aime un cœur. Monsieur, quel est votre nom? Demanda Carter. Miguel déglutit. Miguel Alvarez. Vous avez de la famille à appeler, Miguel? Une lueur traversa le visage du conducteur comme l'ombre d'un nuage dans un ciel clair. Teresa, dit-il alors. Sofia. Prononcer leur nom à voix haute, c'était comme les placer sur un autel qu'ils n'étaient pas sûrs de revoir un jour. Bien, dit Carter, comme si le bien était un fait et non un espoir. Vous n'êtes pas seul. La première unité de pompiers arriva, les freins sifflant comme le premier souffle après la panique. Les ambulanciers se répandirent avec une rapidité exercée, leurs gilets néons projetant un feu vert sur le soleil. Ils jetèrent un coup d'œil, firent un plan rapide et commencèrent le rituel qui ressemble au chaos de loin et à une liturgie de près, stabiliser, sécuriser, couper, protéger. Les doigts gantés d'un infirmier trouvèrent le poignet de Miguel. Le pouls tient bon, appela-t-elle. Avec cette chaleur, il a de la chance. Ou autre chose, marmonna la policière, les yeux fixés sur l'horizon vide de l'autoroute, puis de nouveau sur l'homme dans la cabine. Là-bas Olmatro mordit. Les pinces de désincarcération chantèrent leur hymne métallique aigu. Des éclats du tableau de bord lâchèrent prise sur la jambe de Miguel. La douleur frappa comme une fusée éclairante blanche. Il se cambra puis retomba doucement sur lui-même alors que la morphine agissait. À travers tout cela, il essaya de garder les yeux sur l'endroit entre les saguaros où la femme s'était tenue. En plein jour, la foi ressemblait à l'exposition de sa peau non bandée à l'air. Presque là, dit un infirmier. À mon compte. 1, 2, soulevez. Ils le glissèrent sur le brancard. Le ciel se pencha sur lui, illisible et bleu. Un vautour tournait loin au-dessus, puis changea d'avis et dériva ailleurs, comme si même les charognards obéissaient parfois aux ordres. Alors qu'il le chargeait, Carter recula, la main sur sa casquette. Il scruta une fois de plus le désert, soleil, cactus, chaleur. Rien pour expliquer pourquoi il avait pris l'embranchement ou pourquoi le pouce sous les doigts de l'infirmier restait stable quand la physique recommandait le contraire. Il murmura le nom pour lequel il ne trouvait aucun protocole, mère. Puis il trotta vers son SUV pour suivre l'ambulance en ville. Le centre médical de Tucson fleurissait au loin comme une promesse faite de verre. À l'intérieur, l'été a sa propre odeur, antiseptique superposée à la chaleur sèche du café de la cafétéria. La salle de traumatologie accueillit Miguel avec la révérence bien huilée d'un lieu qui a fait la paix avec l'urgence et jamais avec le désespoir. Homme, 45 ans, récita le médecin-chef. Enlisement suite à un tonneau. Exposition prolongée à la chaleur. Hypotensif sur les lieux. Réactif. Jambe droite coincée. Intervention tibio-péronnière suspectée. Perte de sang probable dépassant les chiffres. Valeur de laboratoire, signes vitaux des mots de code qui empêchent les gens de devenir des tragédies par erreur. Une chirurgienne traumatologue aux mains fermes et aux rides d'expression qui suggérait à la fois humour et quart de nuit leva les yeux vers le moniteur puis vers l'homme sur la table. Vous devriez être mort, dit-elle d'un ton qui ne signifiait jamais indésirable, seulement inattendu. Miguel sombrait et revenait à la surface sous la miséricorde disciplinée de l'anesthésie. Dans un lieu entre douleur et repos, il revit le désert, sauf que les saguaros étaient des lumières fluorescentes, et le manteau de la femme était devenu le drap de papier bleu drapé sur sa poitrine. Il voulait rire et pleurer en même temps, ce qui est souvent le début de l'abandon. Ils le déplacèrent de la salle de traumatologie à la salle d'opération, puis à la salle de réveil avec la chorégraphie de l'expérience. Des points de suture traçaient de nouvelles frontières sur sa peau, des attelles,
des vis et des pansements stériles écrivaient des notes de bas de page à une histoire qui aurait pu se terminer contre une glissière de sécurité. La fin d'après-midi glissa vers le début de soirée. La lumière dans sa chambre passa d'un blanc dur à quelque chose de plus chaud que les fenêtres intérieures permettent quand le jour se lasse d'être parfait. Une infirmière avec une petite croix, juste assez discrète pour lui tenir compagnie sans alerter personne, ajusta sa perfusion et fredonna doucement. Rien que l'on reconnaisse, tout ce dont on avait besoin. Il se réveilla dans le silence. Dans le calme, l'air de la pièce semblait plus dense. À la table de chevet, il tourna la tête et le vit, un chapelet, perlé et simple, posé sur une serviette d'hôpital pliée, comme déposé par quelqu'un qui savait déposer les choses sacrées sans faire de scène. L'infirmière revint. « Monsieur Alvarez, vous voulez vos lumières allumées ou éteintes ?» Il jeta un coup d'œil à la table. « Qui a laissé ça ?» Elle suivit son regard et secoua la tête. « Pas moi. La maintenance a les clés. Le transport aussi. L'aumônier est absent jusqu'à demain. » Un demi-sourire. Mais parfois le désert a un service de messagerie très efficace. Il tendit sa main gauche, celle qui n'était pas traversée de lignes, et toucha les perles. Froide. Réelle. Il en avait brisé un comme ça il y a des années, le jour où il avait appris qu'une chose que l'on ne comprend pas peut quand même vous briser si elle est à vous. Il referma ses doigts sur l'extrémité du crucifix, et le mot qui avait commencé dans une cabine se termina ici. « Mère », dit-il, et les larmes vinrent avec le soulagement de l'eau dans un endroit sec. Curieusement, avant les emplois du temps et les signatures, les excuses, avant toute la logistique de la réparation, une voix humaine a tendance à se faire entendre. Teresa se tenait au seuil de la chambre de Miguel comme si le sol pouvait s'effondrer. On ne pratique pas ce moment. On le survit. Sur son visage, la suspicion, la fatigue, et le genre de compassion qui continue de revenir même après avoir été prié de partir. Il la regarda avec des yeux d'hôpital, les pupilles trop grandes, la gratitude trop nue. « Je pensais ne jamais vous revoir, » dit-il, et la vérité de ces mots rendit la pièce plus petite, plus sûre. Elle entra. La policière a appelé, elle a dit que vous aviez de la chance. Le mot se coinça dans sa gorge. Chance. Elle s'approcha du lit et remarqua le chapelet. Sa bouche tressaillit comme celle d'un sceptique quand la grâce commence à parler avec un accent familier. « Je ne l'ai pas mis là, dit-il, sur la défensive à propos d'un miracle qu'il n'avait pas mérité. Je ne pensais pas que vous l'aviez fait. » Elle toucha les perles. Le plus petit clic résonna comme une charnière. « Votre mère aurait adoré cette partie. » Il rit, ce qui faisait mal, ce qui aidait. Elle m'aurait dit que c'était grâce à son chapelet quotidien et qu'ensuite elle aurait fait des tamales pour tout l'hôpital. Ils partagèrent le fantôme d'un sourire qui se souvenait comment être réel. La porte s'entr'ouvrit encore d'un pouce. 1 heure plus tard, Sofia planait dans l'embrasure de la porte, un sac à dos serré contre sa poitrine comme une armure. Elle avait ses yeux et la capacité de sa mère à démasquer un bluff d'un simple sourcil. « Salut, dit-il, soudainement effrayé de l'effrayer avec son besoin. « Salut, fit-elle écho, plus doucement. Elle fit 2 pas, puis 2 de plus, puis décida. Les adolescents décident comme l'éclair une fois que le nuage s'est enfin rassemblé. « J'ai entendu ton message vocal, dit-il. » Elle roula des yeux d'une manière qui signifiait « J'ai pensé chaque mot, et je veux aussi être rassuré que tu m'aies entendu. » Il lui épargna la peine. « Je suis fier de toi, dit-il. » Elle le fixa, et la déviation qu'elle avait pratiquée se fendit en deux. Des larmes jaillirent de ses cils sans permission. « Ce n'est que 2 mesures, dit-elle. Mais 2 mesures peuvent changer une chanson. »« 2 bonnes mesures, dit-il, avec l'autorité d'un homme qui avait appris la valeur du souffle. Elle posa son sac à dos, et dans le silence qu'il faut créer, non trouvé, elle posa sa main sur la sienne. Il tourna sa paume pour tenir la sienne. La ligne de perfusion tira. L'amour s'ajusta. Teresa regarda depuis la chaise et sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, qui avait été serrée si longtemps qu'il avait appris à se nommer nécessité. Elle ne décida pas de tout à ce moment-là. Elle décida d'une chose, laisser l'espoir entrer dans la pièce et ne pas le renvoyer avec la praticité. Alors que le soir virait alors, un aumônier de l'hôpital entra discrètement, non pour étouffer le miracle, mais pour le nommer. Il regarda le chapelet, puis la jambe de Miguel, puis leurs mains jointes sur les draps blancs. « Voulez-vous que je prie avec vous » demanda-t-il, sans aucune pression, seulement une invitation. Miguel déglutit.
La fierté monta, regarda autour d'elle et se sentit déplacée. Oui, dit-il, s'il vous plaît. Ils prièrent les mots qu'il avait entendus enfant, cette fois d'une voix qui tremblait et se stabilisait dans la même phrase. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Les lèvres de Teresa bougèrent avant qu'elle ne l'admette. La voix de Sophia, se remettant en question, trouva les syllabes et les fit siennes. Dans une petite paroisse du désert à des kilomètres de là, la grand-mère au châle bleu alluma une autre bougie et dit à Dieu qu'il ne lui devait rien et qu'il lui avait tout donné quand même. Elle ne savait pas ce que sa prière avait payé. Elle n'en avait pas besoin. La monnaie au ciel et la confiance. De retour à l'hôpital, l'aumônier termina par un signe de croix qui rendit l'air moins lourd. Parfois le désert enseigne aux gens la soif, dit-il doucement. Parfois il leur enseigne l'eau. Quand il partit, ils restèrent tels quels, les mains jointes, la télévision muette, les moniteurs tic-tacant comme des métronomes patients. Miguel fixa le chapelet, puis sa fille, puis la femme qu'il avait déçue et aimée dans des proportions irréparables. La conversion ne ressemblait pas à un coup de tonnerre, elle ressemblait au choix de respirer avec de l'aide. Il s'éclaircit la gorge. Quand je sors, les dimanches, je veux essayer à nouveau. Il jeta un coup d'œil à Teresa. Pas seulement l'église. Nous. Si nous. Teresa lui épargna la partie maladroite. Nous pouvons essayer, dit-elle. Essayer est ce que les gens font quand ils ont été secourus. Sophia lui serra la main 2 fois, le code Morse pour « d'accord » qu'ils avaient inventé quand elle avait 6 ans et peur du noir. Il lui serra la main en retour, 2 battements qui disaient « je suis là ». Quelque part sur l'autoroute, le vent soufflait à travers les bras d'un saguaro, et le désert produisait un son que l'on pourrait prendre pour du silence si l'on ne savait pas que la joie peut être silencieuse. Les hôpitaux mesurent le temps différemment. Les jours passent en quart, en alarme et en repas emballés dans du plastique. Mais la guérison s'annonce par des horloges plus petites, la douleur moins vive, l'enflure moins violente, le moment où l'on peut s'asseoir sans s'évanouir. Miguel vivait selon cette horloge, et à chaque tic, venaient des visites qu'il avait crues impossibles. Teresa lui apporta de la soupe une fois, bien qu'elle jurât que ce n'était pas de la charité. C'est juste du caldo. N'y voyez rien de plus, dit-elle, mais ses mains s'attardèrent trop longtemps sur le thermos. Sophia venait après l'école, ses devoirs étalés sur la table roulante, marmonnant à propos d'algèbre pendant que son père faisait semblant de comprendre. Les infirmières observaient et souriaient comme le font les étrangers lorsqu'ils voient une famille se souvenir comment en être une. Un soir, alors que le désert dehors virait au rose et alors, Miguel posa la question qu'il avait redoutée depuis l'accident. « Tu me crois ?» Teresa ne se précipita pas pour répondre à propos de la femme en bleu. « Oui. » Sa voix se brisa. Elle expira, croisant les bras. « Je crois que tu y crois. Et je crois que tu es vivant alors que tu ne devrais pas l'être. Cela me suffit pour l'instant. » Sophia leva les yeux de ses devoirs. Abuela me racontait des histoires sur la Vierge. Je pensais que c'était des contes de fées. Elle tendit la main par-dessus le rail du lit, ses doigts effleurant les siens. Mais peut-être que non. Pour Miguel, ces mots guérirent une blessure qu'aucun chirurgien n'aurait pu toucher. 2 mois plus tard, Miguel marchait en boitant, mais ne portait aucune honte. Un dimanche matin, il ouvrit les portes d'une petite paroisse en adobe à la périphérie de Tucson, du genre peinte en chaux blanche qui semble briller contre le ciel du désert. La nouvelle s'était répandue, le camionneur qui avait vu la Vierge. Certains venaient par curiosité, d'autres par fin d'espoir. Des camionneurs en casquette, des mères avec des tout-petits agités, des couples âgés qui savaient que le désert pouvait tuer aussi vite qu'il pouvait fleurir. Miguel se tenait devant, nerveux, une cicatrice sur le front captant la lumière. Il s'éclaircit la gorge, agrippant le pupitre avec des mains qui n'avaient autrefois connu que les roues et les engrenages. « Je ne mérite pas d'être ici », commença-t-il. « Je ne sais pas faire de discours, mais je sais ce qui s'est passé. J'étais coincé, et j'ai prié, et elle est venue. Au milieu de la journée, quand le désert était trop lumineux pour les mensonges. » Des murmures parcoururent la foule. Certains essuyaient des larmes, d'autres se signaient. Un camionneur à l'arrière marmonna, « Ça aurait pu être moi. » Une jeune mère chuchota, « C'était moi l'année dernière quand mon garçon était malade. » Miguel leur parla du chapelet, du sauvetage, de la façon dont la douleur s'était apaisée juste assez longtemps pour respirer. Il n'exigeait pas la croyance, il donnait seulement son témoignage. Le curé s'avança quand Miguel faiblit, posant une main sur son épaule.
Le désert est plein de silence, dit-il à la congrégation. Mais parfois le silence porte une voix. Aujourd'hui, vous l'avez entendu. Et pour la première fois depuis l'accident, Miguel sentit que ces mots non seulement l'avaient sauvé, mais avaient aussi donné quelque chose en retour. Après la messe, la cour bruissait de voix. Des inconnus se présentaient comme des cousins lors d'une réunion qu'ils ne savaient pas avoir. Les camionneurs échangeaient des histoires de longues nuits et d'autoroutes solitaires. Les travailleurs migrants partageaient comment eux aussi avaient chuchoté des prières dans les champs brûlants. Les mères passaient des bébés à des femmes âgées qui les berçaient comme des bénédictions. Teresa se tenait près de la fontaine, regardant Sofia rire avec des filles du groupe de jeunes. Elle sentit le nœud dans sa poitrine commencer à se dénouer, brin par brin. Elle regarda Miguel, entouré d'hommes qui lui tapotaient le dos, et réalisa que le désert n'avait pas pris sa famille, il l'avait rendue. L'agent Carter se glissa discrètement dans la foule. Il n'était pas venu pour être reconnu. Pourtant, quand Miguel le repéra, leurs yeux se croisèrent. Le camionneur s'avança en boitant, étreignit l'homme qui l'avait tiré de l'acier tordu, et murmura « Vous l'avez vu, n'est-ce pas ?» Carter déglutit, la mâchoire serrée assez longtemps pour savoir « Je n'étais pas fou d'arrêter. » Sa voix baissa. « Ma femme, elle priait le chapelet chaque nuit. Avant, je levais les yeux au ciel. Plus maintenant. » Les deux hommes, si différents par leur histoire, trouvèrent un terrain d'entente à l'ombre du même miracle. Dans cette cour paroissiale, l'unité fleurit comme les fleurs sauvages du désert après une tempête, soudaine, fragile, indéniable. Quelques semaines plus tard, Miguel se glissa de nouveau derrière le volant d'un camion. Cette fois, la cabine lui semblait différente. Un simple chapelet pendait au rétroviseur, captant le soleil du matin. Il balançait au rythme de la route, chaque battement rappelant qu'aucun kilomètre n'était parcouru seul. Alors que le Peterbilt grondait de nouveau vers l'ouest, les saguaros levaient leurs bras, témoins silencieux du jour où la Sainte Vierge avait choisi de marcher parmi eux. Le désert n'avait pas changé, toujours chaud, toujours impitoyable. Mais pour Miguel, ce n'était plus le vide. C'était une promesse. À une heure de repos, il sortit son téléphone et tapa un message. Les dimanches, la messe ensemble. Il envoya avant que le doute ne puisse argumenter. Teresa répondit quelques minutes plus tard. Nous serons là. Miguel se pencha en arrière, les larmes brouillant l'horizon. Il murmura une dernière prière, non pas de désespoir, mais de gratitude. Merci, mère. Le désert de Sonora s'étendait devant lui, une route non d'exil mais de retour. Et pour tous ceux qui ont entendu son histoire, de la paroisse de Tucson à ceux qui regardent maintenant, le message était clair, même aux heures les plus lumineuses et les plus impitoyables, la grâce peut vous trouver. Alors, si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Touched by Grace, car les miracles parcourent toujours nos déserts et vous ne voudrez pas manquer le prochain.